Maison de société. Chose vue par Jacques Roberti. Édition Artem Fayard et compagnie, Paris, 1927. Dernier chapitre. Tu finiras à la Mongeole. Va donc à la Mongeole. C'est l'insulte la plus féroce qu'on puisse lancer dans une maison close, à une fille lasse et vieillie. Toutes la connaissent, de réputation au moins, cette Mongeole où viennent se réfugier les prostituées décrépites, chassées des bouges à lanterne. C'est Polo les Belles Dents, ainsi surnommé parce que la grosse Henriette lui avait fait don d'un râtelier d'ivoire et d'ébonite, qui me fit connaître la Mongeole. Nous errions, une après-midi d'août, sur le boulevard de la Villette. Âprement, le soleil dévorait l'azur du ciel et les couleurs des objets terrestres. Le canal Saint-Martin fermentait, et les péniches, sur l'eau plombée, ressemblaient à de grosses bêtes crevées. Un mât, comme la patte rigide d'une charogne gonflée, se dressait au-dessus des flancs carriés d'un vieux bateau. Nous allions vers Belleville. La place du combat traversée, Polo me désigna une ruelle. « Regarde, la Mongeole !» Pavée de cailloux enfouis dans des collerettes d'herbes flétries, la ruelle tortillait entre deux murailles de prison. Mais à gauche, s'ouvraient des sortes de granges ou d'étables, au seuil desquelles des filles étaient assises. À un coude de la ruelle, un escalier fantomatique, aux marches de silex ébréchées, trouait le mur sombre, et dans une lumière verdâtre, montait vers un parvis mystérieux. Et cet escalier était bordé par deux rampes de fer auxquelles s'accrochaient, fruits monstrueux de ses treilles, des grappes de filles au peignoir jaune, rose et rouge. Polo m'invita à pénétrer dans la ruelle, où coulait un ruisselet irisé de bulles savonneuses. Les filles mornes, affalées sur des chaises de paille, nous laissèrent passer sans nous siffler leurs appels. Le phare fleurissait de pivoine rose leur visage à la peau écaillée. Polo leur souhaita le bonjour. « Ça boume un peu ?» Elles nous répondirent que le métier n'allait pas fort. Je jetai un regard furtif dans leurs antres. 5 ou 6 remises, au sol carrelé, meublées d'un grabat, d'un fourneau et sans fenêtre. Quand un homme entrait, la fille fermait la porte au vantaux de bois plein, et le couple forniquait dans une nuit à peine pâlie par le jour qui tombait d'une imposte aux carreaux crasseux. Puis c'était un cabaret obscur comme une cave, et où 3 bicots, coiffés de calottes rouges, 2 voyous chaussés d'espadrilles, et une femme en caraco, le chignon piqué d'une rose, près d'un comptoir de zinc au reflet clair de lune, composaient une lugubre estampe. Enfin, devant l'escalier, la ruelle tournait, et dans un cul-de-sac, 2 masures percées comme des boutiques villageoises, de petites portes à carreaux, servaient de logis à 2 filles. L'une obèse, et l'autre pareille à la camarde maquillée. Nous gravîmes l'escalier. Les filles juchées sur les marches étaient silencieuses. Leurs ventres énormes ballonnaient les peignoirs aux couleurs vives, oriflammes de la prostitution, et nous atteignîmes le parvis. Là se dressait autrefois un fort, on l'a démantelé, rasé. Des maisons basses et sordides, 2 hôtels misérables en serrent aujourd'hui une petite place. Terre-plein raviné, gondolé, et une méchante rue pierreuse. Auprès d'un pan de mur écoulé, des roulottes de bohémiens se sont échouées, si usées qu'elles n'ont pu reprendre la route. Et l'on s'étonne de ne pas voir, à côté de ces squelettes de voitures, les carcasses des chevaux et des ânes qui les tirèrent jusqu'à la mort. Des linges, guenilles, charpies, séchaient aux fenêtres, et dans ce paysage de désolation, 20 femmes, semblables à leurs tristes sœurs de la ruelle et de l'escalier, guettaient le passant pour lui proposer je ne sais quel amour ou quelle bataille. Je suis revenu à la Mongeole. Note. La Mongeole ne sera plus bientôt qu'un affreux souvenir. Au mois de novembre 1926, on a commencé à démolir ces maisons lépreuses. Les misérables femmes, expulsées de leurs cases, ont dû chercher d'autres gîtes. Quelques-unes se sont réfugiées dans la rue de la Charbonnière, où les tenanciers des hôtels meublés leur ont octroyé le droit de faire le guet, sur le seuil des portes, de 5h à 9h du matin. Fin de la note. J'ai hanté ces cabarets où s'élèvent parfois des chants désespérés, et j'ai connu les prostituées, assises sur les marches de pierre et leurs seuils, comme sur les dalles d'un cimetière. Elles sont là une 50aine, réparties en 2 équipes. La première équipe travaille de 5h à 9h du matin et de 8h du soir à minuit. Ce sont les plus vieilles, les plus décrépites. Pendant le jour, elles cèdent leur chambre à des compagnes un peu moins flétries. La prostitution a ses relèves à la Mongeole. Les proxénètes de la Mongeole sont les patrons des cabarets et des hôtels lépreux. Les cases où les filles s'abritent leur appartiennent et ils en tirent de bons revenus. Mais des artisans possèdent aussi des bicoques dans cette affreuse zone. Un menuisier loue une remise, un débarras aux prostituées. Un établi voisine avec le grabat. Des paniers sont empilés dans un coin et la fille fait gémir la paillasse, pendant que le patron, sifflant une chanson, pousse la varlope dans la cour. Les ténèbres donnent à la Mongeole une sinistre beauté. Les femmes ont allumé leurs lampes à pétrole dont les flammes, par les portes ouvertes, zèbrent de larges raies jaunes les ruelles sombres. En haut de l'escalier, un réverbère clignote, fanal de détresse qui signale la houle des masures.
Des ombres glissent, dansent, puis naufragent. Des coups de sifflet s'enfoncent comme des couteaux pointus au cœur de la nuit. Le samedi soir, les filles font recette. 3, 4 hommes attendent patiemment devant les portes. Bientôt, lui s'entr'ouvre pour rejeter un client mélancolique et happer une nouvelle proie. Ce soir-là, Bicot, truand loqueteux, ouvrier travaillant 2 jours par mois et se blessant pour extorquer le demi-salaire aux compagnies d'assurance, tous les amants de cœur emplissent les cabarets de la Monjole et font ripaille. La Monjole, c'est la dernière étape des prostituées. Sinistre garnison du vieux fort démantelé, elle veille parmi les murailles en ruine et les décombres noircis. Parfois fourbue, ne trouvant plus le chaland, la plus vieille est expulsée de son taudis et son amant la rejette comme une guenille. On ne sait ce qu'elle devient. Elle vend des journaux, couche dans les asiles de nuit, sous les ponts, ou meurt à l'hôpital. Mais une autre fille la remplace sans cesse. Un matin d'avril pourtant, j'ai vu une Monjole idyllique et pastorale. Un chevrier, sa flûte aux lèvres, poussait son troupeau dans ce cimetière de l'amour. Et les filles, entendant la fraîche chanson, sortirent de leurs antres, comme rajeunies. Dans les pauses et les tasses ébréchées qu'elle lui tendait, l'homme, pressant l'épi de ses chèvres, fit couler un lait crémeux aux senteurs fortes. Elles burent le lait, à petits coups, comme des chattes gourmandes. Et celle qui n'avait jamais connu les champs disait « Faudra passer un dimanche à la campagne pour oublier cette chienne de vie, cette garce de ville. » Et celle qui avait été fille de ferme à 15 ans souriait, attendrie, conquise par les souvenirs. L'homme reprit ses pipeaux, modula une chanson qu'on respirait comme un parfum et s'en alla avec ses chèvres noires et blanches, laissant un peu de rêve à la Monjole. Dans ce paysage de désolation, je connus Pierrette, qui, sans un morceau de pain, avait quitté le moulin galant de la rue de Fourcy. Fernande Larouquine, que Madame Blanche, du boulevard Richard Lenoir, avait expulsée de son misérable salon. Yvette, qui n'était plus digne des maisons publiques de l'avenue Lovendal et du boulevard de Grenelle. Rachel, bannie du Grand 11 du boulevard Auguste Blanqui, et 10 autres filles congédiées des maisons closes de province. Là aussi, je rencontrais une femme du voyage, la grosse Hortense, qu'on appelait l'américaine, parce qu'un aventurier l'avait vendue, à l'aube de son adolescence, blonde, les seins en fleurs et les jambes fuselées, au patron d'une maison publique de Montevideo. La syphilis dont lui fit cadeau avec 2 pièces d'argent un matelot anglais abîma vite son joli corps. Là-bas, on soigne mal les prostituées. Une méningite la coucha sur un lit d'hôpital, et quand elle se releva, ses cheveux blonds, qu'elle nouait en tresse, étaient tous tombés. Elle porta perruque, puis des bubons gonflèrent ses aines. Son corps, gravé de rouges arabesques, de cicatrices et de coutures, devint un objet de dégoût. Son amant l'abandonna. Elle erra sur les quais du port. Un cuisinier de paquebot lui fit prendre des pilules de mercure, et, devenu son ruffian, la ramena en France. Elle fit escale à Cherbourg, regagna Paris, où elle loua, rue de la Charbonnière, une échoppe meublée d'un lit sans drap et d'une table boiteuse. Elle y demeura 5 années. En 1917, au carreau de sa boutique, un écriteau se balançait, consigné à la troupe, car de temps à autre, la maladie se réveillait et rendait son commerce dangereux pour les jeunes soldats. En 1920, après avoir été 2 mois servante dans un cabaret borgne, près de l'école militaire, elle émigra place d'Italie, et le soir se vendit pour 2 francs rue de Villejuif. Le cuisinier avait trouvé la mort dans une rixe, et Hortense, devenue obèse, n'avait plus d'amant. Un ouvrier au veston saupoudré de plâtre lui conseilla alors de louer une bicoque à la Villette. Elle y consentit, et la Monjole la recueillit. En échange de ses bons offices, le plâtrier venait, chaque samedi, après avoir touché la paye de son patron, recevoir son second salaire. Hortense lui donnait quelques billets de 100 sous, l'invitait à boire et passait la nuit en sa compagnie. Ainsi, elle avait encore l'illusion d'être aimée. Quand je la connus, elle avait 37 ans, mais paraissait bien cinquantenaire. Le phare plaquait des écailles roses sur ses joues ravinées, et quand elle ouvrait la bouche, on voyait un trou noir. « C'est le mercure, disait-elle, ça fait tomber les dents. » Elle haïssait l'homme qui l'avait vendue, et l'accusait d'avoir fait son malheur. « Sans lui, je serais lingère ou mercière, j'aurais un mari, des mioches. Mais je vis dans l'ordure et lui, le bandit, est heureux. Paraît qu'il tient un bordel à Paris et qu'il est riche à millions. » Parfois, elle faisait des serments solennels. « Quand je le rencontre, et vous verrez, vous autres, je lui crèverai les yeux avec mes griffes. » Ses compagnes l'approuvaient. Aigrie, pleine de rancune, elle détestait les patrons des maisons closes. « Ils font fortune avec nos ventres, et quand on est bien usé, ils nous flanquent à la porte. Ah, si on avait un peu de cœur, on irait mettre le feu à toutes les tôles. » Hortense revit son amant. Près de la pouilleuse Monjole, un garage d'auto a été construit dans un terrain vague. Or, l'an passé, par un soir tendre d'automne, une luxueuse torpedo s'arrêta devant ce garage. Gros, trapu, un homme descendit de la voiture et, roulant les épaules, s'approcha des ouvriers pour leur demander un bidon d'essence. Hortense l'américaine, qui guettait à sa porte, l'aperçut.
« C'est lui !» cria-t-elle aux autres filles. « C'est le barbeau qui m'a vendu. Il a toujours sa dent de tigre et sa chaîne de montre. Vas-y, Hortense, crève-lui ses mirettes. Venge-toi !» Elle courut vers l'homme, mais à 2 pas de lui, sa colère soudain tombée, elle l'appela doucement. « Hé, petit Louis, v'là longtemps que je te cherche !» Il la regarda et sans doute ne la reconnut pas. Un autre homme, demeuré dans l'auto, ricanait. « Dis donc, mon pote, t'as des relations. T'es connu avantageusement à la mangeole. Tu l'emmènes dîner avec nous, ton béguin ?» Petit Louis haussa les épaules. « Laisse donc, c'est une toquée. » Mais avant de remonter dans sa voiture, il fouilla dans son gousset, en tira un billet de 10 francs qu'il plia en 4 et lança au pied d'Hortense. « Tiens, la vioque, tu boiras à ma santé. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Si tu cherches de l'embauche, y a pas mèche d'entrer dans ma tôle. T'as 20 piges de trop. » Et l'auto démarra. La grosse fille pleurait. « Vrai, ça m'a fait quelque chose au cœur de le revoir, » disait-elle aux autres. « Il est beau encore, dites, mon ancien homme. Si l'autre mec ne l'avait pas charrié, il m'aurait causé, j'en suis sûr. » Ce soir-là, elle ferma sa case et s'enivra dans les cabarets de la Mongeole. À l'aube, 2 agents la ramassèrent, inerte, cuvant son vin sur un trottoir du boulevard de la Villette. Ils portèrent au poste du combat ce paquet de misère. Paris, 3 janvier. Orléans, 24 novembre 1926. Fin du livre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Je vous invite donc, s'il vous a plu, à le soutenir en vous rendant sur la page Tipeee dont le lien est en description ou en le partageant autour de vous. J'espère que cette lecture vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la lecture d'un nouveau livre sur lequel je garde pour l'instant le mystère.